Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler encore de notre pays. La thèse que je présente dans cette vidéo est celle-ci. Aussi longtemps que le régime EPT uni sera à la tête de notre pays, notre peuple ne connaîtra jamais le bonheur. Normalement, le rôle premier des dirigeants d'un pays, c'est d'assurer la sécurité et le bonheur au peuple. Mais les tenants et les aboutissants du régime EPT uni ne l'entendent pas ainsi. Je vais vous prouver la thèse que je viens d'émettre. J'ai un cousin qui vit en France. Il vivait il y a des années en Allemagne où il a fait ce qu'on appelle le Ausbildung. Il a fait sa formation dans un domaine technique très précis. Après sa formation, le cousin a déménagé en France où il vit jusqu'à présent. Ce cousin a fait un projet. Ce projet, quand il a fini de l'écrire, il me l'a envoyé parce qu'il a écrit en français. Il voulait le déposer auprès de l'ONU. Je lui ai fait la traduction du français en anglais. C'est pourquoi je connais très bien le projet. Ce projet devait être financé par l'UNEP. L'UNEP, c'est un programme des Nations Unies qui s'occupe du développement économique et puis de l'environnement et autres. Donc, ce cousin a amené le projet à l'UNEP. Le projet a été accepté. En quoi consiste le projet, me demandera-t-on? Le monsieur, étant un technicien, il s'est rappelé ce qu'il vivait au pays avant de venir en Occident. Vous savez que dans les années 80-90, il y avait les Allemands, les Américains qui ont fait un certain nombre de développements à notre pays. Ils sont allés construire des bonnes fontaines dans des villages, dans des coins où il n'y a pas d'eau potable à boire. Donc, entre-temps, ces bonnes fontaines sont tombées en panne. Donc, elles sont laissées comme ça. Et le peuple continue d'aller puiser de l'eau dans la rivière. Et souvent, l'eau de la rivière est infestée de vers, le ténia et autres vers. Donc, les gens boivent l'eau de rivière, ils tombent malades, ils se font soigner dans les centres médico-sociaux, ils reviennent à la maison pour aller boire encore dans la rivière, ils reprennent les verres, ils retournent vers les centres médico-sociaux. Voilà le cercle vicieux dans lequel végète une bonne partie de notre peuple. Donc ce cousin à moi a décidé de mettre fin à cela. Avec son projet, puisque le Togo a le soleil presque 365 jours par an, ce projet consistait à faire un panneau solaire. Avec le panneau solaire branché à la bonne fontaine, on pourra ramener l'eau de la terre à la surface, afin que nos peuples, nos populations puissent commencer par boire de l'eau potable. En dehors de cela, ils voulaient mettre l'électricité à disposition de certains villages. Grâce aux rayons solaires, aux panneaux solaires qu'ils construisent, ils veulent le mettre dans les villages, c'est-à-dire pour que les gens puissent avoir des coins où ils peuvent aller recharger leurs batteries, de leur portable, de leur télévision, ainsi de suite. Ce projet ne coûte pas un centime au gouvernement du Togo, parce qu'il est entièrement financé par l'UNEP. Je vous assure que ce cousin à moi, il est rentré à Lomé pour aller rencontrer les autorités compétentes, pour aller rencontrer les autorités qui sont concernées par ce genre de projet. Mon cousin a été balancé ici et là, parce que les gens qui sont en charge de ce projet, qui sont en charge de ce ministère, ils ont vu qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont rien à gagner dans la réalisation de ce projet.
ce projet ne leur permet pas de faire ce qu'on appelle le kickback. Le kickback, c'est que ils ont besoin d'une machine, par exemple. La machine sera achetée en France ou bien en Allemagne. Quand la machine coûte 20 000 euros, ils peuvent écrire une facture de 50 000 euros. Et maintenant, ils vivent les 50 000 euros. Ils viennent eux-mêmes en France ou bien en Allemagne. Ils prennent les 50 000 euros. Ils donnent une partie à l'entreprise et ils retournent à la maison avec l'autre partie. C'est ce qu'on appelle le kickback dans le domaine de l'aide au développement. Puisque ces gens n'ont pas une possibilité de se faire l'argent sur le programme qui a été conçu par mon cousin, ils ne l'ont jamais reçu. Ils ne l'ont jamais rencontré eux-mêmes. C'est au secrétariat qu'on lui a demandé d'expliquer pourquoi il veut voir les gens qui sont en charge. Il leur a expliqué le projet. Il est resté à Lomé jusqu'à ce qu'il retourne chez lui en France. Jamais il n'a été reçu. Je vous leur redis que ce projet ne coûte même pas un centime à l'État togolais. Mais notre peuple allait avoir l'eau potable et des centres où les gens peuvent aller charger leur portable, charger leur batterie pour leur télévision, ainsi de suite. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un don médical que nous avons fait depuis l'Allemagne. Nous savons les conditions dans lesquelles les gens vivent au Togo. Et nous avons décidé de faire un don médical à notre peuple. On a parlé avec 2 centres médicaux, socio-médicaux au Togo, qui sont dans le projet. Je vous assure que le camion de 20 pieds est rentré à Lomé depuis le 18 janvier 2025. Ce camion est au port. Ce conteneur de 20 pieds est au port jusqu'à ce jour. On nous réclame 9 000 par jour en plus de la taxe que nous devions payer. Nous voulons faire un don. Les trucs ne sont pas vendus. Et pourtant, on exige de notre part l'argent. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Quand les Occidentaux font des dons au Togo, est-ce qu'au port, on exige qu'ils paient des factures là-dessus? S'ils n'exigent pas cela de la part des Occidentaux, pourquoi est-ce qu'ils en viennent à en exiger de notre part, nous qui sommes fils et filles du Togo? J'aimerais que vous compreniez ceci. Ce régime est catégoriquement contre le bonheur du peuple togolais. Ce régime fait tout pour bloquer le bonheur de notre peuple, pour empêcher notre peuple de connaître le bonheur. Voilà la part de mon cousin. Voilà l'autre part de l'association dans laquelle je suis ici en Allemagne. Voilà encore une histoire me concernant moi-même. Quand j'avais fini la première partie de mes études avec le master en sciences politiques, j'avais été engagé comme secrétaire d'éducation. Donc, je faisais des cours dans des lycées, à l'université, et ainsi de suite. Dans un lycée qui est, on appelle ça Handelsschule, dans un lycée qui est spécialisé sur l'économie, avec un professeur d'économie et un pasteur, j'ai fait le cours. J'ai démontré aux étudiants, aux élèves allemands, que la pauvreté en Afrique n'est pas descendue du ciel, mais elle est fabriquée. Les structures coloniales emportent une grande responsabilité. Quand les jeunes ont compris ce que j'ai enseigné, ils ont décidé de faire 2 choses. Première chose, ils ont fait un projet où ils vont chez les banques pour demander de l'argent afin de soutenir un projet que je voulais créer au Togo. En quoi consiste ce projet-là? Je suis arrivé à convaincre les Allemands que chez moi au Togo, les femmes sont très ingénieuses. Nous connaissons tous les Nana Benz du Togo. Or, il y a des femmes qui ont perdu leur mari et à cause de ça, elles n'ont pas l'argent pour débuter un petit commerce. Or, si on leur faisait cet empowerment, si on leur donnait un tout petit peu fonds de commerce, la femme togolaise est capable de faire le business, de nourrir ses enfants, de l'envoyer à l'école afin que les enfants deviennent quelqu'un pour elle demain. Donc, on a décidé de créer le projet de telle sorte que
on va créer un fonds social au Togo. Dans ce fonds social, les femmes vont venir faire des prêts. Un prêt sans intérêt. Minimum 100 000 francs CFA. Donc, pour que ce fonds soit pour que ce fonds puisse naître, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir récolté de l'argent de l'Allemagne et l'amener au Togo. Première partie de ce projet, les jeunes élèves sont allés dans des banques pour expliquer ce projet. Si vous allez sur Internet, vous pouvez me voir avec photo, avec un enseignant et des élèves. Ils sont allés dans une banque, dans la première partie du truc, ils ont reçu, je pense, 3 600 ou bien 2 600 euros. Le pasteur, un autre pasteur, c'est-à-dire là où je travaillais, il y avait des dirigeants. Donc, il y avait, je pense que c'était 3 dirigeants. Un des dirigeants était un pasteur. Donc, quand je lui ai expliqué le programme, lui aussi, il était content. Il est allé parler de ce projet chez lui dans les églises. On a cotisé au moins 10 000 euros. Si on ajoute les 10 000 euros à 2 500 ou bien 3 600 que les élèves ont récolté chez les entreprises, chez les banques, vous voyez déjà qu'on a déjà un petit fonds de commerce. Le projet est qu'au Togo, les femmes qui ont perdu leur mari, c'est-à-dire les veuves, peuvent venir là-bas faire un prêt sans intérêt. Avec l'argent, elles peuvent faire le commerce. Et quand elles trouvent l'argent au bout d'un moment, elles peuvent payer les 100 000 euros sans intérêt, afin que d'autres femmes puissent avoir l'opportunité de venir faire des prêts sans intérêt. Le projet a grandi. L'argent était là à gogo. J'ai été estomaqué quand mon patron m'a appelé pour me dire « Oh, viens, on va parler ». Je suis allé le voir, il m'a dit « Voici ceci. Tu le sais, tu es un sociologue, tu es un politologue. Quand on fait un projet, arrive la phase du suivi du projet. Avant de faire un projet, il faut faire le sondage du marché, et il faut faire le plan du projet, il faut réaliser le projet, il faut faire le suivi du projet, il faut conclure le projet. Ça a au moins 4-5 étapes. Donc, mon patron me dit que, oh, nous avons un problème. Je me dis, mais quel est le problème? Il me dit que, puisque ton pays est une dictature pure, dictature dure, il nous sera difficile d'aller faire le suivi du projet. Je ne pouvais pas croire à mes oreilles. Le monsieur continua. Il me dit que puisque le suivi ne peut pas être possible, nous avons décidé d'amener ce projet-là au Ghana. Donc, le projet qui a été conçu par moi, un Togolais, pour le bonheur de nos mamans au Togo, ce projet a été réalisé au Ghana. Premier exemple, le projet de mon cousin, qui devait donner de l'eau à boire et des stations de recharge de téléphones et de batteries de mon cousin, ce projet a été bloqué. Deuxième exemple que je vous ai donné, nous avons fait un don matériel, un conteneur de 18 pieds, des matériaux neufs, jamais utilisés, que nous avons reçus en Allemagne, que nous avons envoyés au Togo. Ce truc est encore au port jusqu'à ce jour. Troisième exemple, mon projet, là où je travaillais pour la première fois. Ce projet devait être réalisé au Togo. Les Allemands l'ont amené finalement au Ghana. Parce que, vu la nature du régime togolais, ils disent qu'ils n'auront pas la liberté de faire le suivi. Voilà l'information qu'ils ont amenée après avoir fait leur recherche. Se basant sur ces 3 exemples, j'aimerais maintenant aller en sciences politiques pour vous expliquer ce qui se passe au Togo. Il existe une théorie en sciences politiques qui s'appelle la théorie de modernisation. Déjà en 1959, Lipset écrivait ceci. Lipset disait que il existe une relation directe et causale entre le développement économique et la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Les théoriciens d'une telle théorie disent que, les théoriciens de modernisation disent que
la démocratie est comme un bien de consommation. C'est-à-dire que quand vous avez atteint un certain niveau de développement économique, un certain processus est engagé. Ce processus-là affaiblit la dictature et conduit finalement vers la démocratisation du pays. Écoutez-moi bien. Il faut un développement économique pour permettre au peuple de commencer par consommer un certain nombre de choses. En lisant, en regardant la télévision, en mangeant bien, en étudiant, en faisant des trucs. En vivant au Togo, tout en sachant ce qui se passe au Bénin, au Ghana et dans les pays limitrophes et ainsi de suite. Donc, ce processus-là arrive à terme en ce sens-là que le peuple exige maintenant la démocratisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas que ce peuple arrive à réclamer la démocratie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit de bloquer l'économie du pays. Il suffit de bloquer le développement économique du pays. Quand les gens n'ont pas à manger, vous connaissez ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow établit les besoins de l'être humain. Donc, cette pyramide a, des classes. La première classe, c'est le besoin. Le besoin, c'est il faut manger. Quelqu'un qui n'a pas à manger, il n'a pas le temps de réfléchir. Parce que quand vous réfléchissez, c'est les neurones qui travaillent dans la cervelle. Pour que ces neurones soient en fonction de travailler, il faut que le corps ait été nourri en aliments. Donc, quand vous n'avez pas à manger, la seule chose qui va vous préoccuper, c'est là où vous trouvez à manger. Le bonheur de votre communauté, le bonheur de votre peuple ne vous dira plus rien. Voilà pourquoi ce régime a bloqué le développement économique de notre pays. Sinon, ce n'est pas un État en tant qu'État qui développe un pays sur le plan économique. L'État crée des conditions dans lesquelles le privé crée des entreprises. Ces entreprises tirent les gens du chômage, leur donnent le boulot. Les gens travaillent, ils paient l'impôt, l'État prend l'impôt pour construire les écoles, les autoroutes, les centres médico-sociaux, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais quand l'État refuse de créer les conditions dont le privé a besoin pour fonctionner, il n'y aura jamais de développement économique au pays. La diaspora togolaise, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, ainsi de suite, cette diaspora a les moyens financiers pour venir investir au pays. Mais regardez, on envoie un camion rempli de matériel médical, camion de 18 pieds. Depuis le 18 janvier 2025, ce camion est à Lomé, mais il est bloqué au port. Ce conteneur est bloqué au port. Un don qui est fait pour que notre peuple puisse être soigné. On refuse cela. Si vous ne pouvez même pas faire un don pour votre pays, comment est-ce que vous pouvez penser revenir faire du business? Voilà les conditions dans lesquelles nous sommes. Maintenant, la responsabilité de ceux qui maintiennent ce régime, elle est engagée. Pourquoi? Parce que le monde entier est arrivé à un niveau, comme l'a dit Emmanuel Macron, les carnivores dévorent les herbivores. À l'heure où nous sommes, chaque peuple cherche à nourrir, chaque pays, chaque dirigeant cherche à nourrir son peuple. Quitte à aller ailleurs pour aller prendre chez l'autre pour venir nourrir son peuple. Au Togo, c'est le contraire. On prend la nourriture de la maison qu'on va partager aux gens à l'extérieur pendant que les gens de la maison vivent dans une famine indescriptible. Et il y a des gens, à cause de leur intérêt personnel, ils soutiennent ça. Mais ils ne savent pas que si le Togo reste dans cet état, arrivera un moment où d'autres carnivores peuvent venir
se gaver de la chair de notre pays. À l'heure où nous sommes, il faut comprendre, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, en sciences politiques, il y a deux écoles importantes. Il y a une école qui dit que le premier rôle de l'État, c'est la survie du pays. L'autre dit que c'est le développement économique du pays. La question qu'il faut... Quand on parle de survie d'un État, c'est d'avoir les moyens pour empêcher un carnivore d'ailleurs de venir vous dévorer. Comment est-ce que on peut empêcher les carnivores de venir dévorer notre pays si le développement économique n'est pas là? Parce que pour pouvoir empêcher les carnivores de venir dévorer notre pays, on a besoin de la richesse, on a besoin de l'argent pour acheter des matériaux et former les gens pour la protection de notre pays. Comme je l'ai dit dans notre vidéo, je suis pour l'intégration. On parle de la survie de l'État et on parle du développement économique. Je pense que les deux doivent être associés. Il faut le développement économique afin de réaliser la survie de l'État. Il ne faut jamais oublier, quand le Togo était naissant, un petit pays, il a été annexé. Vous parlez d'un traité de protectorat qui n'a jamais été signé. Donc, l'histoire se déroule selon la loi de Ricorsi. C'est-à-dire que les choses qui sont passées dans le passé reviennent selon un cycle. Si le Togo ne se développe pas maintenant, et ne se cherche pas des moyens pour se protéger, il court le danger d'être dévoré par des carnivores venant d'ailleurs. L'histoire a ceci de particulier que, remontons de la psychologie clinique, selon la psychologie clinique, le meilleur indicateur du futur d'un individu, c'est son passé, à moins que quelque chose d'extraordinaire se soit passé entre-temps. C'est une vérité à 3 étapes. Première étape, pour connaître le futur de quelqu'un, il faut avoir l'information sur son passé. C'est-à-dire que le passé se répète dans le futur, à moins que, entre-temps, quelque chose de particulier, d'étrange soit passé. Dans le passé, le Togo a été annexé. Nos aïeux ont souffert. On a fait d'eux des esclaves dans leur propre pays. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Sylvanus Olympio et les autres ont lutté pour l'indépendance. Sur ce chemin-là, il allait mettre notre pays sur un niveau où ce qui lui est arrivé dans le passé ne peut plus arriver. Malheureusement, Sylvanus Olympio a été nettoyé. On l'a enlevé. Ce qui veut dire que maintenant, ce qui est arrivé au Togo dans le passé, où nos aïeux ont été martyrisés, on a fait des esclaves dans notre propre pays, la même chose peut arriver au Togo dans le futur. Mais l'histoire a ceci de particulier que l'histoire, elle vous permet de connaître votre passé. En connaissant ton passé, tu dois prendre des mesures de telle sorte que ce qui t'est arrivé dans le passé ne puisse pas revenir dans le présent ni dans le futur. Qu'avons-nous appris dans ce qui est arrivé au Togo quand certains sont venus annexer notre pays et ont fait de nos aïeux des esclaves? Qu'avons-nous appris de cela, de cette histoire? Quand on parle d'une nation, ça ne blague pas. Quand on parle de la nation, c'est quelque chose qui est au-dessus de chaque individu. Jusqu'à présent, le Togo est dirigé pour le bonheur d'un seul individu. Pendant que le peuple meurt, c'était prendre les richesses du pays pour faire ce que nous appelons Kaningbebe, Kaswada à l'étranger. Citoyens togolais, personne au monde n'a intérêt à venir nous libérer de ce qui nous arrive. Notre hymne national a dit, Togolais, viens, bâtissons la cité. Il n'a pas dit monde, peuple du monde, venez, bâtissons la cité. Il a dit, Togolais, viens, bâtissons la cité. Il n'y a que toi, citoyen togolais, pour libérer la terre,
que Dieu a donné à nos aïeux.